Si vous y réfléchissez bien, la démocratie participative, c'est un paradoxe. Si on définit la démocratie de la manière la plus simple, comme le régime de la souveraineté populaire, c'est-à-dire le régime dans lequel les citoyens prennent eux-mêmes les décisions qui s'imposent à eux, décident collectivement, pour eux-mêmes et par eux-mêmes, de leur destin commun, alors il n'y a de démocratie que participative. Et la démocratie participative devient un pléonasme, une expression redondante. Dès lors, on voit mal comment on pourrait s'y opposer, on voit mal comment on pourrait contester cette exigence de participation, à moins de se lancer dans un vibrant plaidoyer contre la démocratie elle-même. Et pourtant, dès que l'on évoque la démocratie participative, on voit émerger deux types de critiques, des critiques extrêmement virulentes, et qui ont pour particularité d'être partiellement, voire même totalement divergentes et contradictoires. Pour certains auteurs, la démocratie participative est une inanité, un mirage, une illusion, des dispositifs inutiles, inefficaces, totalement incapables de pallier à l'inéquité dans la distribution du pouvoir politique de notre société. Démocratie participative ou pas, les faibles resteraient faibles et les puissants puissants. Pour d'autres, au contraire, la démocratie participative est dangereuse, gravement dangereuse, car elle risquerait de libérer les passions du peuple, des passions irrationnelles, irréfléchies, soudaines, spontanées, violentes même, parfois, souvent. Le risque, avec ces dispositifs participatifs, ce serait un désordre global, social, politique dans la société, qui menacerait notre régime politique et, in fine, pourrait remettre en question la démocratie elle-même. La démocratie participative fait l'objet de critiques et loin de s'imposer, elle en est encore à son stade de conceptualisation. Et pourtant, c'est une idée qui flotte dans l'air du temps, depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus même. La démocratie participative a une histoire. L'idée émerge dans les années 60 aux États-Unis parmi des groupes d'étudiants politisés. En France d'ailleurs, au même moment, Pierre Mendès France, en 1962, lors de l'élection présidentielle, défend ce qu'il appelle une démocratie de la participation. Donc vous voyez que le mot émerge très vite. À l'époque, il a très peu d'écho. On lui préfère d'autres concepts, ceux de démocratie directe, de démocratie forte, c'est le thème de Benjamin Barber, on y reviendra, et surtout d'autogestion. Dans les années 60-70, l'idéal politique qui redonne du pouvoir aux citoyens, c'est l'idéal autogestionnaire. Dans les années 80, il y a une éclipse de ces revendications de plus de pouvoir, d'une extension des droits politiques au profit des citoyens. Et ces débats réémergent dans les années 90, et surtout au début du XXIe siècle, à travers cette idée forte de démocratie participative. On retrouve cette idée dans la littérature académique, dans les expérimentations démocratiques dans de très nombreux pays du globe, on aura l'occasion d'y revenir. On retrouve cette idée dans les prises de parole des hommes politiques, qui de plus en plus nombreux se revendiquent ou tentent de se revendiquer de l'idéal de participation. Et cet idéal participatif finit même, entre la fin des années 90 et le début des années 2000 dans de nombreux pays du globe, et notamment en France, par s'incarner dans la législation. En 1995, en France, la loi Barnier crée la CNDP, la Commission nationale du débat public. Nous y reviendrons. Elle rend obligatoire une concertation dans le cadre de grands projets ayant un impact sur l'environnement. En 2002, en France, la loi démocratie de proximité, qui rend obligatoire la création de conseils de quartier dans toutes les villes de plus de 80 000 habitants. Et en 2005, la France élabore et ratifie la Charte de l'environnement, un texte à valeur constitutionnelle qui rend obligatoire de donner droit aux citoyens de participer à des prises de décision ayant un impact sur l'environnement. La démocratie participative, d'un idéal est devenue une idée, et d'une idée s'est traduite en actes et en législation. Et on la retrouve depuis le début des années 2000,
toute la première décennie des années 2000, on la retrouve sous la langue, dans la bouche de nombreux hommes politiques. On se souvient de Bertrand Delanoë, élu en 2001 à la mairie de Paris sur un programme qui laissait une grande part à ce qu'il appelait la démocratie participative. On se souvient bien sûr de Ségolène Royal, en 2007, qui a mis la démocratie participative au centre de son projet présidentiel et qui avait organisé une série de débats participatifs pour l'élaboration de sa plateforme présidentielle. Vous en avez ici un exemple. La démocratie participative devient dans ces années-là une volonté. Et là, il faut remarquer que cette démocratie participative, elle est donc promue, défendue, mise en avant par ceux-là même qui n'ont aucun intérêt à son avènement. Puisque la quantité de pouvoir disponible dans une société donnée est limitée, et donc toute extension des droits politiques, toute extension majeure des droits politiques au profit des citoyens se traduit mécaniquement par une baisse du pouvoir disponible aux mains de leurs représentants. Alors vous me direz, oui mais bon, après tout, rien n'interdit à un homme politique, à un représentant, à un élu, d'avoir des convictions et de vouloir agir pour plus de pouvoir aux mains des citoyens. Vous avez raison. D'ailleurs, moi-même, j'en suis convaincu. Et pourtant, ce sont les mêmes qui plaident en faveur de la démocratie participative et qui, pendant 15 ans, ont résisté au non-cumul des mandats. Il a fallu 15 ans pour imposer la limitation du cumul des mandats aux parlementaires. Alors là, comment comprendre ? Voici des acteurs qui, au Parlement, luttent de toutes leurs forces pour éviter qu'on leur empêche de cumuler des mandats, c'est bien redistribuer un peu le pouvoir politique au sein de la société, et qui, de l'autre, la main sur le cœur, viennent défendre l'idéal de démocratie participative. N'y a-t-il pas un problème ? Ne peut-on pas douter de leur sincérité ? Et finalement, la participation, est-ce trop beau pour être vrai ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et avant d'en venir aux dispositifs participatifs eux-mêmes, il est important de remonter aux racines du projet participatif. C'est ce que je vous propose de voir dans un premier temps. La démocratie participative, en France en tout cas, on comprend ça comme une sorte de grand projet global et cohérent, comme s'il y avait une démocratie participative. Dans de nombreux pays du monde, et notamment dans la sphère intellectuelle anglo-saxonne, ça n'est pas le cas, et on distingue clairement entre deux projets différents. Le projet participatif d'une part, et le projet délibératif d'autre part. Je vous propose de réintroduire cette distinction, à laquelle peut-être vous n'êtes pas familier. Voyons d'abord le projet participatif. Il a été élaboré par plusieurs auteurs, on a un corpus de textes. On ne peut pas ramener la démocratie participative à un théoricien ou une théoricienne. Néanmoins, j'avais envie d'évoquer plus précisément Carol Patman, qui est l'une des premières à conceptualiser l'idée de participation dans un livre de 1970. Vous l'avez ici, Participation and Democratic Theory. Pour Carol Patman, la démocratie participative est centrée sur l'objectif d'empowerment des citoyens. Cette notion d'empowerment, elle est très compliquée à traduire en français, on n'a pas un mot qui nous permet de la résumer. L'idée, c'est de construire une citoyenneté critique, active, éclairée. C'est de travailler pour faire en sorte que les citoyens soient maîtres d'eux-mêmes, politisés, aptes à participer pleinement à la vie politique de leur nation. Pour Carol Patman, la participation politique a un intérêt en elle-même. Elle se justifie pour elle-même et par elle-même, car elle a une dimension émancipatrice. Elle travaille à l'émancipation des citoyens. En ce sens, la démocratie participative au sens de Patman a des applications et des traductions très larges, qui ne passent pas nécessairement par des processus de décision. On peut par exemple tout à fait soutenir qu'une université populaire, de ce point de vue-là, s'inscrit tout à fait dans l'objectif, le projet de démocratie participative. Mais ce projet serait bien limité s'il se réduisait simplement à l'éducation du peuple, des citoyens. Il y a une seconde dimension essentielle qui est la participation à la prise de décision démocratique. Pour Carol Patman, l'éducation des citoyens, l'éducation au sens large, au sens fort, la construction d'une citoyenneté critique, l'éducation des citoyens ne se fait pas en théorie, elle se fait en acte.
Les citoyens se forment à la vie publique en participant à la vie publique. C'est en participant, en prenant les décisions, que les citoyens acquièrent des compétences démocratiques, et qu'ils deviennent de plus en plus capables de participer efficacement, activement, de manière éclairée. Alors bien sûr, on ne peut pas demander, pour Carole Patman en tout cas, on ne peut pas demander à n'importe quel citoyen de venir prendre une question extrêmement complexe sur le retraitement des eaux usées ou un point de droit particulièrement aiguisé. C'est pourquoi pour Patman, la participation doit se faire avant tout à l'échelle locale et à l'échelle professionnelle. Pour Carole Patman, la démocratie participative, ce n'est pas qu'un projet politique. C'est un projet plutôt politique au sens large, qui pénètre dans la sphère professionnelle. Et Carole Patman milite, on est dans le contexte intellectuel des années 70, milite pour des usines autogérées, collectivisées, dans lesquelles les citoyens, les ouvriers, prendraient les décisions collectivement. Ce faisant, pour Patman, on active le cercle vertueux de la participation. Participer à l'échelle locale, c'est facile, les décisions concernent tout le monde. Ce faisant, les citoyens acquièrent des compétences et acquièrent un goût pour la participation, qui peuvent leur permettre peut-être, dans un deuxième temps, de participer à une échelle un peu plus large, régionale. Et puis un jour, pourquoi pas, si la vertu de l'éducation et de la participation s'infiltre par capillarité dans toute la société, alors aller vers une participation à l'échelle nationale. Mais c'est dans un temps lointain. En ce sens, le projet de Patman se pense dans la perspective d'une transformation de la société. Dans un premier temps, la démocratie participative est tout à fait cohérente, elle peut coexister avec la représentation politique. Mais à terme, l'objectif, c'est bien, d'une part, la redistribution du pouvoir au sein de la société, et d'autre part, la redistribution des richesses entre les citoyens. Voilà ce projet tel qu'il est pensé, ce projet participatif. Il est très différent du projet délibératif qui lui s'impose plutôt à partir des années 90. Le penseur, alors la délibération c'est pareil, on a plusieurs penseurs, on peut penser à Gutmann et Thomson, Hannah Arendt quelque part qui est l'une des premières à travailler sur cette dimension-là, mais le penseur qu'il faut citer et qui en l'occurrence est assez cher à mon cœur, c'est Jürgen Habermas, philosophe allemand, et notamment son livre majeur Droit et démocratie, 1992. La perspective d'Habermas, ça n'est pas l'empowerment des citoyens, ou pas directement. Habermas ne met pas la focale sur la construction d'une citoyenneté critique et éclairée. Ce qui intéresse Habermas, la question qui l'intéresse, c'est quelles sont les conditions de légitimité des décisions dans une démocratie. Qu'est-ce qui fait qu'une décision est légitime démocratiquement? Et Habermas nous explique qu'il faut repenser les conditions de légitimité de nos décisions démocratiques. Pour Habermas, une décision légitime, ça n'est pas seulement une décision qui a été approuvée par tous les citoyens, ce qui est le cas via l'élection. Pour Habermas, une décision légitime, c'est une décision qui a été délibérée par tous les citoyens. Et le mot « délibéré » est à prendre au sens le plus fort du terme. Non pas simplement laisser les citoyens discuter vaguement entre eux d'un projet de loi et puis finalement voter entre parlementaires sans prendre en acte, en considération l'issue de leur réflexion, pas du tout. La délibération, c'est une procédure de discussion exigeante, extensive, qui pour Habermas associe l'intégralité des individus concernés par la question posée, dans laquelle tous les points de vue s'expriment, tous les arguments circulent, toutes les informations sont mises en commun. Une procédure de discussion dans laquelle, par l'échange d'arguments, les positions se modifient, pour aboutir in fine à une décision qui sera plus proche de l'intérêt général. Vous le voyez, la focale pour Habermas, ce n'est pas la participation des décisions des citoyens, c'est bien la décision. La démocratie participative, de ce point de vue-là, doit mener à des décisions mieux informées, qui intègrent le point de vue de davantage de citoyens. Elle doit mener à des décisions plus consensuelles, puisque tous les points de vue auront été entendus, et s'ils ont bien été entendus, ils doivent avoir modifié la décision finale. Donc, des décisions mieux acceptées. Mieux acceptées par ceux qui ont vu leur point de vue entendu, et même mieux acceptées par ceux dont les arguments n'ont pas été retenus, puisqu'ils sauront qu'au moins, ils ont été entendus.
et donc in fine des décisions plus légitimes. Vous le voyez ici, la focale est mise directement sur la prise de décision. Alors, ces deux concepts sont proches. On voit bien qu'ils entretiennent des points de convergence. On comprend bien que pour Carole Patman, la participation des citoyens doit aller de pair avec une prise de décision, sinon elle n'a aucun poids, elle n'a aucun sens. Et cette prise de décision, elle se fait par quoi? Par une délibération. Donc on voit bien que dans la participation, on retrouve cet idéal délibératif. Et à l'inverse, même si Jürgen Habermas ne pense pas, et on va y revenir, même s'il ne pense pas l'empowerment des citoyens, néanmoins, il est important pour Habermas que tous les points de vue soient pris en acte, soient pris en compte lors de l'élaboration d'une décision, y compris ceux des citoyens les plus dominés, les plus défavorisés. Donc, ces théories s'interpénètrent. Mais néanmoins, par leurs focales différentes, elles continuent de diverger. Et nous verrons que les différents dispositifs participatifs tendent à mettre l'accent plutôt sur l'une ou l'autre de ces deux dimensions. C'est précisément à la question des dispositifs participatifs qu'il nous faut venir désormais. Il existe des dizaines de dispositifs participatifs différents. Plus ou moins proches, plus ou moins éloignés, des dizaines. Mais en fait, on peut en dégager une typologie simple en les réduisant à 3 grands types de dispositifs. J'emprunte cette typologie à Loïc Blondiot, dans un livre dont je vous recommande la lecture, Le Nouvel Esprit de la démocratie, auquel je fais d'ailleurs de très nombreux emprunts. Voyons donc ces 3 types de dispositifs participatifs. Les premiers dont il faut parler, qui sont historiquement les premiers, ce sont les budgets participatifs. L'idée de budget participatif émerge dès la fin des années 80, en 1988, dans la ville brésilienne de Porto Alegre. En 1988, à Porto Alegre, le Parti des travailleurs gagne les élections municipales et choisit de mettre en application l'une de ses promesses, un budget élaboré en partie par les citoyens de Porto Alegre directement. Le budget participatif, dans sa version brésilienne, qu'est-ce que c'est? Dans sa version latine d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est d'une part une répartition directe des ressources par les citoyens. À Porto Alegre, les citoyens choisissent eux-mêmes comment ils veulent attribuer 20% du budget d'investissement de la ville. Porto Alegre, c'est plus d'1 million d'habitants, 20% du budget d'investissement, ça n'est pas rien. Les citoyens élaborent des projets, hiérarchisent les projets et choisissent les projets qu'ils veulent financer. Ils décident eux-mêmes de l'attribution de leurs ressources. Ils décident de l'attribution des ressources au cours d'une procédure longue, complexe, mais dont l'objectif est d'associer le plus de citoyens possible, sur la base du volontariat, mais le plus de citoyens possible. Les citoyens se répartissent en comités, des comités de quartier d'une part, des comités thématiques d'autre part. C'est une procédure délégative qui dure toute l'année, de réunion en réunion. Les citoyens sont en permanence associés aux représentants d'associations, d'une part, qui sont là pour représenter la société civile, et puis d'autre part, aux équipes municipales qui en permanence encadrent les débats, donnent leur avis, expliquent quels projets semblent réalistes, réalisables, quels projets vont être plus compliqués à réaliser. Donc c'est une véritable collaboration qui dure toute l'année. Au terme de l'année, le budget participatif est élaboré. Il faut encore, il est vrai, qu'il soit voté par l'Assemblée municipale. Les citoyens ne sont pas décisionnaires. Néanmoins, on constate qu'en 15 ans, l'Assemblée municipale a toujours validé le budget des citoyens en l'amendant de manière marginale et très occasionnelle. Donc là, on a bien une participation directe des citoyens. Alors vous allez me dire combien d'entre eux, alors c'est là que le bas blesse, entre 1 et 1,5% des habitants de Porto Alegre participent chaque année. C'est peu, certes. Néanmoins, on estime qu'en 15 ans, à peu près 10% des citoyens, des habitants de Porto Alegre, ont participé à un moment donné à un autre au processus. 10%, c'est pas tant que ça, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, un habitant sur 10. Et puis surtout, l'objectif de Porto Alegre, c'est la justice sociale.
les quartiers pauvres de Porto Alegre sont surreprésentés volontairement. Et in fine, au bout du processus, les citoyens habitant les quartiers les plus pauvres reçoivent plus de financement, plus de budget que les citoyens habitant dans les quartiers plus riches. On a bien un objectif de justice sociale et un objectif qui fonctionne. Et d'ailleurs, tout était fait pour favoriser la participation des citoyens les plus pauvres, notamment par la distribution de repas. Alors on fait ce qu'on peut, hein. Mais ça permettait de faire participer des citoyens qui sinon sans doute ne se seraient jamais présentés lors de ce dispositif. Donc cette expérience, elle est très positive, très enthousiasmante. À tel point qu'elle a gagné une reconnaissance mondiale en 2001. En 2001, à Porto Alegre était organisé le premier forum social mondial, qui faisait le pendant au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Et c'est à cette occasion que les ONG du monde entier et les acteurs politiques qui s'étaient déplacés ont découvert ce dispositif. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est diffusé très largement à la surface du globe. En 2002 d'ailleurs, au deuxième forum social mondial de Porto Alegre, était présente une jeune femme politique française, Ségolène Royal, qui 2 ans plus tard allait être élue présidente de la région Poitou-Charentes, notamment sur la thématique de la participation du public. Et une fois élue, dès 2004, dès l'année de son élection, elle a mis en place le budget participatif des lycées en Poitou-Charentes. Voilà une application en France très fidèle à l'idéal de Porto Alegre. Tous les lycées de Poitou-Charentes étaient concernés, les 92 si je ne me trompe pas, les 92 lycées de Poitou-Charentes étaient concernés. On estime que 20% des lycéens charentais, à un moment donné ou à un autre, ont été impliqués dans le processus. Et ces 10%, attendez, 10% ou 20%, oui, c'est 10% du budget d'investissement des lycées de la région qui était mis en discussion, ça représente 10 millions d'euros à peu près, 10% du budget d'investissement qui était mis en discussion et qui était attribué par les lycéens d'une part, les enseignants et les équipes encadrantes. Donc voilà une belle application du budget participatif en France. En ce moment même, il ne vous aura sans doute pas échappé que nous sommes en plein processus parisien d'élaboration du budget participatif de Paris. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Il est vrai que quand ce dispositif s'est diffusé à la surface du globe, il a très souvent été amoindri par rapport à son ambition brésilienne initiale. Et on retrouve souvent beaucoup moins l'objectif de justice sociale. Néanmoins, quand il est mené avec une véritable volonté politique, le projet fonctionne. Voilà le premier type de dispositif que je voulais évoquer avec vous. Le deuxième est non pas une spécificité française, mais en France, on l'aime particulièrement, c'est le débat public. Je vous l'ai dit, en 1995, la France crée la CNDP, la Commission nationale du débat public. Elle devient autorité administrative indépendante dès 2002. Le débat public, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus de concertation centré sur un projet en particulier. Un projet spécifique. La plupart du temps, un projet d'aménagement du territoire, un grand investissement, pour lequel on va associer les citoyens lors d'une concertation. En France, d'ailleurs, depuis 2002, la saisine de la CNDP est obligatoire dès lors qu'un projet d'investissement dépasse un certain montant. Donc, dès qu'on parle de projets type transport d'énergie, transport d'électricité, ligne à grande vitesse, enfouissement de déchets nucléaires, immédiatement, automatiquement, la CNDP est saisie. Ce qui est intéressant, c'est l'esprit de ces débats, la philosophie de ces débats. Elle se résume en 3 mots: argumentation, équité et transparence. L'objectif, c'est de laisser la voix à tous les citoyens qui veulent s'exprimer. Qu'ils soient ou non membres d'une association, qu'ils se soient ou non organisés en collectif, qu'ils soient ou non membres d'un parti politique, qu'ils parlent bien en public ou non. L'objectif, c'est de laisser à chacun le soin de s'exprimer en donnant la seule primeur à la qualité de l'argumentation. Pour ce faire, le débat public met en œuvre de très nombreux dispositifs, des réunions publiques, des réunions thématiques, des plateformes électroniques sur lesquelles les citoyens peuvent laisser un message, peuvent discuter, peuvent proposer leurs propositions.
associer le plus de citoyens possible, avec comme seule discrimination la qualité de l'argumentation, la qualité du point de vue. On retrouve, vous le voyez ici, un idéal très habermasien d'une délibération dans laquelle tous les points de vue pourraient s'exprimer. Alors, la procédure de débat public, elle marche relativement bien. Depuis le 2002, c'est près de 150 débats publics qui ont été organisés sur tout un tas de projets d'investissement. Dans un nombre substantiel de cas, les projets ont été modifiés au terme de la concertation. Il est même arrivé dans une dizaine de cas que les projets soient purement et simplement abandonnés si la concertation faisait émerger qu'ils n'étaient pas positifs, pas nécessaires, et qu'il y avait d'autres manières de faire. Ça a été notamment le cas pour le contournement autoroutier de la ville de Toulouse. Donc vous voyez des grands projets d'investissement qui ont été modifiés, voire abandonnés, au terme d'une procédure de débat public. Donc la procédure fonctionne très bien. Pas toujours. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l'aménagement d'un second aéroport du Grand Ouest, en marge de Nantes, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu 2 débats publics. L'un en 2003, l'autre en 2006. Dans ces 2 débats publics, de très nombreuses voix se sont élevées pour parler contre l'aéroport, ce qui s'explique parce qu'en fait, l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était structurée depuis très longtemps. C'est un projet qu'on a ressorti des cartons, mais qui en fait date des années 70, et dans les années 70, déjà, il avait provoqué la colère des habitants. Donc, il y a simplement eu à réactiver d'anciennes argumentations, à réactiver d'anciens réseaux de solidarité, d'anciennes associations. Donc, l'opposition était prête. Des milliers de voix se sont fait entendre contre l'aménagement de Notre-Dame-des-Landes lors de ces 2 concertations publiques. Néanmoins, à chaque fois, le débat public s'est conclu par le feu vert pour la construction de l'aéroport. On voit ici l'échec d'une procédure de concertation qui a échoué, d'une part, à modifier le projet, qui a échoué à rapprocher les positions et qui, in fine, s'est traduit par un affrontement dur, violent même, entre les opposants au projet et ses promoteurs. Vous voyez que le phénomène, le dispositif de concertation, s'il fonctionne dans certains cas, il est loin d'être toujours efficace. Et ceci pose la question sur laquelle on reviendra de l'impact des dispositifs participatifs sur la prise de décision. Mais avant cela, il nous reste un 3e type de dispositif à examiner, c'est celui qu'on connaît le moins en France. C'est le jury de citoyens. C'était la grande idée de Ségolène Royal en 2007, au moment de l'élection présidentielle. L'originalité du jury de citoyens, c'est qu'il repose à peu près sur la même organisation que les jurys criminels. C'est-à-dire sur un petit groupe de citoyens entre 15 et 20 qui vont être tirés au sort. Et voilà les procédures participatives qui s'interpénètrent avec cet idéal dont nous parlions lors de la dernière conférence, cet idéal du tirage au sort, qui permet à chacun d'avoir la même chance d'être désigné et donc d'avoir la même chance de participer à l'élaboration des décisions. Un petit groupe de citoyens, donc, 15 à 20, tirés au sort, là encore, pour évaluer, discuter d'un projet précis. En l'occurrence, c'est beaucoup moins des projets d'investissement et d'aménagement que des grandes controverses socio-techniques. Les nanotechnologies, les OGM, l'enfouissement des déchets nucléaires. Toutes ces questions-là ont été traitées dans des jurys citoyens dans de nombreux pays du monde. Donc un petit groupe de citoyens tirés au sort qui vont confronter leur savoir profane au savoir des experts. Et c'est l'originalité de ces procédures. Un jury citoyen, ça s'étale sur plusieurs week-ends, plusieurs semaines. Typiquement, c'est généralement des réunions qui ont lieu un week-end sur 2 pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois plus. Lors de certaines de ces réunions, les citoyens délibèrent entre eux, débattent. L'objectif, c'est de parvenir à un avis unanime, si possible. Mais dans la grande majorité de ces réunions, les citoyens auditionnent des experts et des élus. Alors, ce que l'on pourrait croire, c'est que les citoyens sont complètement dépendants des avis qui leur sont fournis. Ce qui est vrai, c'est qu'il est très important d'avoir une autorité indépendante qui organise le débat public et qui va faire la sélection a priori de quels experts seront auditionnés. Mais
Si cette condition est réunie, et si le jury citoyen délibère sur un temps suffisamment long, on observe que la confrontation entre un savoir profane et un savoir expert fonctionne remarquablement bien. Dans bien des cas, au bout de quelques mois, les experts auditionnés sont contestés, discutés, chahutés parfois, par des citoyens qui finissent au bout du compte par être autant experts qu'eux de la question examinée. Autant experts qu'eux, certes, mais dégager des controverses, dégager des intérêts. Et ce que l'on observe, c'est que, au bout du compte, à l'issue de ces dispositifs, à l'issue de ces procédures, on voit dans la plupart des cas les citoyens, si le jury citoyen a bien fonctionné, on voit les citoyens rendre un avis complexe, éclairé, nuancé, informé, sur un problème qui était initialement très compliqué. Les jurys de citoyens permettent ainsi de réaliser un idéal, l'idéal d'une opinion publique éclairée. Ce que l'on a au terme d'un jury citoyen, c'est l'opinion publique telle qu'elle serait si les citoyens étaient pleinement informés. Et on voit bien émerger la différence avec les sondages, qui se contentent d'enregistrer l'opinion publique des citoyens avant tout processus d'information. C'est-à-dire, en d'autres termes, qui se contentent d'enregistrer les préjugés des citoyens. Et là, vous voyez à nouveau planer l'influence du philosophe allemand Jürgen Habermas sur ce dispositif. Mais c'est l'autre versant habermasien. Là, ce qui compte, c'est pas d'intégrer tous les points de vue dans la discussion. Les citoyens, ils sont entre 15 et 20. C'est de créer une arène de discussion idéale, dans laquelle la parole circule de manière fluide, et dans laquelle les citoyens peuvent véritablement travailler à bâtir, forger un consensus. Et de ce point de vue-là, les jurys citoyens fonctionnent remarquablement bien. En France, on a quelques expérimentations. On a eu un jury citoyen sur les OGM en 98, si je ne dis pas de bêtises, et sur les nanotechnologies en 2006. Mais ça reste une procédure très marginale. Alors j'en profite pour vous soumettre ce qui est ma modeste proposition, mais qui coûterait pas très cher. Autant la Commission nationale du débat public, ça coûte un peu. C'est entre 1 million et 1,5 million d'euros par débat public, donc c'est de l'investissement. Mais là, une proposition qui ne coûterait pas très cher et qui pourrait être très positive, il suffirait par exemple que dès lors qu'un projet de loi ou une proposition de loi est examiné au Parlement en dehors de la procédure d'urgence, s'il n'y a pas la procédure d'urgence, ce qu'on appelle aujourd'hui la procédure accélérée, a priori, c'est précisément qu'il n'y a pas urgence. On peut prendre le temps. Eh bien, prenons vraiment le temps. Dès lors qu'un projet de loi est examiné en dehors de la procédure d'urgence, organisons 2 jurys citoyens sur le territoire. Laissons les citoyens débattre pendant quelques mois, et ensuite auditionnons les rapporteurs de ces jurys citoyens en commission parlementaire, au même titre que les responsables d'associations, les élus politiques, les responsables des lobbies, des syndicats. Donnons voix aussi aux citoyens ordinaires. Parce que si vous y réfléchissez, lors de l'élaboration de la législation, les seules personnes qu'on n'entend jamais, ce sont les citoyens ordinaires. On écoute les associations, on écoute les élus, on écoute les représentants des intérêts économiques, mais jamais les citoyens ordinaires. Ce serait l'occasion de réintroduire le point de vue des citoyens en tant que citoyens au sein de l'élaboration de la législation. Et plus généralement, ces jurys citoyens, et plus généralement encore, tous les dispositifs participatifs, consacrent l'émergence sur la scène politique d'une figure qui en était jusque-là absente, le citoyen ordinaire, qui agit, qui participe, qui influence les décisions en dehors d'une association, en dehors d'un parti politique, en dehors d'un syndicat, en dehors d'un groupement, en lui-même, par lui-même, en tant que membre de la collectivité politique. Entre ces 3 types de dispositifs, une infinité d'hybridations est possible, je vous l'ai dit. Mais la plupart du temps, on retrouve plus ou moins ces 3 composantes dans les uns et les autres des dispositifs expérimentés. Bon, donc la démocratie participative, c'est formidable. On sait comment faire, on a les dispositifs, ça marche, on a les expériences, le citoyen peut participer, c'est fantastique. Allons-y. Sauf qu'il faut un peu parler des limites au dispositif participatif. Ces limites, elles sont de 2 ordres, et elles sont tellement importantes qu'elles menacent
gravement le projet participatif dans son ensemble. Première limite. Dans l'ensemble, les dispositifs participatifs ont un impact très faible sur la prise de décision. Ça ne vous aura pas échappé que l'immense majorité des dispositifs participatifs dont nous avons parlé jusqu'à présent ont une implication, une implantation locale. Et voilà la première limite. La démocratie participative se résume bien souvent à de la démocratie de proximité. L'exemple phare, ce sont les conseils de quartier. Alors les conseils de quartier, c'est très bien, hein. Participer à la vie locale des citoyens, laisser les citoyens débattre ensemble des questions qui les touchent directement au plus proche du terrain, c'est très bien. Mais quel impact finalement sur la vie politique quand ce dont vous discutez, c'est l'installation d'une nouvelle table de ping-pong dans un square, la réfection des bancs et des abribus, comment lutter efficacement pour la propreté du quartier? Ce sont des débats importants, hein. On voit que, par exemple, décider de la forme qu'ont les bancs publics est une question qui est directement liée aux politiques de prise en charge des sans-abri. Selon la forme de votre banc public, vous pouvez à la fois avoir une politique de prise en charge des sans-abri qui est accueillante. Il y a des bancs publics qui ont été élaborés pour permettre aux sans-abri d'y dormir la nuit, ou au contraire, vous vous débrouillez pour faire des formes un peu bizarres qui font que vous êtes sûr que les SDF ils seront par terre, mais pas sur vos bancs. Bon, on voit bien que... alors en l'occurrence, ça c'est une décision qui précisément n'est pas prise en conseil de quartier d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que même discuter de la propreté des rues, c'est des questions qui sont des questions importantes et qui permettent une politisation des citoyens, c'est vrai. Mais bien souvent, la décision, si elle est importante, ne se prend pas en conseil de quartier. Elle se prend à l'échelle municipale, à l'échelle intercommunale et même souvent à l'échelle régionale, voire nationale. Donc on voit bien là qu'on veut bien faire participer les citoyens, on veut bien qu'ils donnent leur avis, même qu'ils aient une petite influence, dès lors que les questions sont toutes petites. Il y a même une dérive possible de cela. Et on voit ça dans les pays anglo-saxons, en Angleterre notamment, où les conseils de quartier, les jurys citoyens, pas les jurys citoyens, les conseils de quartier, sont utilisés d'un point de vue managérial. Non pas du tout pour faire de l'empowerment, pour donner plus de pouvoir aux citoyens, pour construire une citoyenneté critique et éclairée, mais en s'adressant directement aux utilisateurs d'un service public, auquel on va demander qu'est-ce que vous voulez finalement. Quelle différence entre ceci et l'enquête de satisfaction organisée par Ferrero Rocher, par Ferrero pour faire des boîtes de chocolat qui sont mieux acceptées? Donc vous voyez que le potentiel d'émancipation des citoyens est limité par cette échelle locale. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est que, évidemment, l'immense majorité de ces dispositifs sont purement consultatifs. Il y a différentes manières de faire de la consultation. L'exemple de Porto Alegre est un excellent exemple. Le budget participatif des citoyens est un budget consultatif. Mais l'équipe municipale joue le jeu et s'engage à respecter, du moins dans l'immense majorité, la volonté des citoyens. Mais dans la majorité des cas, si l'avis va dans le sens de ce que voulait le promoteur du projet, l'avis est écouté. Si l'avis ne va pas dans le sens de ce que voulait le promoteur du projet, bon, voilà, on a consulté les citoyens se sont exprimés, c'est très bien. Maintenant, on va faire notre projet. Bon, il y a différentes manières de faire. Vous avez un cas de grande déception, mais qui est en train d'être corrigé, qui est intéressant, c'est le budget participatif de la ville de Paris. Vous savez que le premier budget participatif parisien a été voté à la fin de l'année dernière, à la fin de 2014, pour 2015. En fait, Anne Hidalgo a dit à grand bruit qu'elle donnait les clés du budget aux Parisiens. Alors que si vous regardez la procédure, qu'est-ce que c'est? On a présenté aux Parisiens 15 projets et on leur a dit « Allez-y, vous avez 20 millions d'euros, choisissez les projets qui vous plaisent ». In fine, sur les 15 projets, 9 ont été sélectionnés. Alors oui, là, c'est intéressant, hein, les citoyens étaient décisionnaires. Leur vote a été purement respecté. Mais quelle est l'ampleur de la décision si vous présentez 15 projets qui vous satisfont en disant aux citoyens « Allez-y, faites le dernier prix. Faites le dernier tri. » Le dernier prix aussi, d'ailleurs. Quelle est l'ampleur de la décision? Finalement, quelle que soit la décision prise, ça satisfaisait la mairie de Paris. Alors, en ce moment, le budget tel qu'il est mené en ce moment est beaucoup plus ambitieux,
puisque les citoyens peuvent proposer leurs projets sur une plateforme en ligne. Je crois que les propositions sont encore ouvertes pour quelques jours d'ailleurs, pour ceux qui ont envie. Pour l'instant, plusieurs milliers de projets ont déjà été soumis, discutés, amendés en ligne par les citoyens eux-mêmes, par les habitants. Donc, quelque chose de plus grande ampleur. Reste que les services de la mairie de Paris se réservent le droit de mesurer la faisabilité des différents projets. Donc on a encore une boîte noire dans laquelle les citoyens n'interviennent pas. Alors, qui peut aboutir sur le meilleur comme le pire. Le meilleur serait d'évaluer stricto sensu seulement la faisabilité et puis de laisser les citoyens décider in fine. Le pire serait de se servir du prétexte de faisabilité pour sélectionner, encore une fois, a priori, un petit lot de projets qui seront appliqués à la fin. Réponse de tout ceci à l'automne prochain. Mais il y a un autre cas dont je voulais vous parler ici, qui est à la fois l'un des cas les plus enthousiasmants que l'on a pu constater ces dernières années, et qui, hélas, est aussi l'un des plus tristes. C'est le cas de l'Assemblée constituante islandaise. En 2008, la crise financière a frappé l'Islande de plein fouet. 3 des principales banques islandaises ont fait faillite. Et le pays s'est retrouvé soumis à des exigences extrêmement dures de la part du FMI. Ça a mené à ce qu'on a appelé la révolution des casseroles. Une révolution pacifique islandaise dont on a fort peu entendu parler finalement, en France. Les Islandais, alors l'Islande c'est 320 000 habitants, c'est l'équivalent de la ville de Nice. Il y a eu plusieurs milliers d'Islandais, ce qui du coup représente beaucoup de citoyens. Il y a eu plusieurs milliers d'Islandais qui pendant des mois et des mois et des mois ont fait le siège des différents centres du pouvoir à Reykjavik, jusqu'à pousser en janvier 2009 le gouvernement de centre droit, le parti de l'indépendance, le gouvernement de centre droit à la démission. Derrière est élue une coalition de gauche sur une promesse: organiser la réunion d'une assemblée constituante pour changer les règles du jeu politique dans son ensemble. Cette assemblée constituante a bien été élue. Le principe de l'élection était intéressant. Les parlementaires ne pouvaient pas se présenter. 520, pour se présenter, il suffisait d'avoir le parrainage de 30 citoyens. 30 citoyens, encore une fois, ils sont 320 000, donc 30 citoyens, c'est quand même pas rien. Mais le parrainage de 30 citoyens suffisait pour se présenter. 523 personnes, des citoyens de la société civile, comme vous, comme moi, des citoyens ordinaires, se présentent. 25 sont élus pour rédiger une nouvelle constitution. Alors certes, quand vous regardez quels sont ces 25 citoyens, ils appartiennent dans leur immense majorité aux professions intellectuelles supérieures. Des profs de fac, des avocats, des médecins, des réalisateurs, des journalistes, des directeurs de musées, un étudiant en sciences politiques, un paysan. Mais néanmoins, ce sont des citoyens. Et oui. Leurs travaux durent 2 ans. Ils finissent par tomber d'accord sur un texte. Un texte qui est salué par de nombreux observateurs internationaux comme une excellente constitution. Et vous voyez encore une fois, comment est-ce que ces dispositifs fonctionnent? En l'occurrence, il y avait une armée de profs de droit, donc heureusement que ça fonctionne. Mais néanmoins, ça fonctionne. Octobre 2012, le projet de constitution est soumis au référendum des Islandais. Un taux de participation décevant. 30% si je ne me trompe pas. Mais les Islandais ratifient massivement, votent massivement pour leur nouvelle constitution. Il ne reste plus désormais qu'un vote du Parlement pour acter le vote, la décision des Islandais. Ce vote n'a jamais eu lieu. Les députés ont laissé traîner, et traîner encore, et traîner toujours, jusqu'aux élections générales d'avril 2013. Les élections générales remportées par une coalition de droite, Parti de l'Indépendance, Parti du Progrès, opposée à l'idée que des citoyens puissent élaborer une constitution, et qui donc ont suspendu concrètement, sine die, ont suspendu la ratification de cette nouvelle constitution. Et là, vous trouvez quelque chose de très important, quelque chose que le philosophe français Jacques Rancière appelait la haine de la démocratie, et que l'on examinait ensemble lors de la précédente conférence. Les gouvernants politiques se défient du peuple et voient d'un très mauvais œil que les citoyens entendent participer directement, immédiatement, sans médiation, sur la scène politique. Alors, à partir du moment où ces procédures plutôt,
participatives sont uniquement consultatives, plane sur elles un risque immense qui est le risque d'instrumentalisation. Que finalement, et c'est hélas le cas dans la plupart des situations, que finalement ces dispositifs participatifs ne deviennent plus que des coups de communication aux mains des élus. Et revoilà nos fameux débats participatifs de Ségolène Royal en 2007, qui n'ont eu absolument aucun impact sur la plateforme qu'elle a présentée quelques semaines plus tard. Voilà les conseils de quartier parisiens de 2001. Bertrand Delanoë, qui a fait campagne sur le thème de la démocratie participative, qui effectivement a fondé des conseils de quartier dans tous les arrondissements parisiens, mais des conseils de quartier qui en fait n'ont eu quasiment aucun impact sur les décisions prises. Ils ont eu même moins d'impact que ceux qui avaient été fondés après 1995, quand les premiers arrondissements parisiens, notamment le 20e, sont remportés par les socialistes. Le risque, c'est bien de voir la participation devenir un coup de communication dont se saisissent les élus, beaucoup plus que des procédures dans lesquelles les citoyens peuvent s'épanouir et faire valoir leur point de vue. Vous allez me dire, bon, mais il suffirait de faire pression sur les élus. Mais en fait, non. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Ces dispositifs participatifs, quelle est leur légitimité ? Est-ce qu'ils pourraient être investis d'un pouvoir décisionnaire ? La réponse, dans l'immense majorité des cas, est non, bien sûr. Est-ce que vous toléreriez de voir un jury de 20 citoyens ou 15 citoyens tirés au sort prendre une décision qui engage l'intégralité de la collectivité ? Est-ce que vous toléreriez de voir sur une question essentielle telle que le droit à la fin de vie, les nanotechnologies, les OGM, la gestation pour autrui, est-ce que vous toléreriez de voir 15 citoyens tirés au sort décider pour vous, sans que vous ayez pu à aucun moment contrôler quels sont ces citoyens, qu'est-ce qu'ils pensent, quelles sont leurs valeurs, qui sont-ils, quelle est leur compétence ? Bien sûr que non. Le problème de ces instances de participation, c'est qu'elles ne permettent à aucun moment le consentement des citoyens. Or, nos démocraties sont fondées sur cette idée essentielle, n'est légitime qu'une décision à laquelle les citoyens ont consenti, à minima par l'élection. Il est vrai, et on verra un exemple qui a fonctionné, il est vrai que parfois certains dispositifs peuvent être décisionnaires, dès lors qu'ils se concluent par un référendum. Mais on voit bien qu'il serait impossible de faire un référendum pour chacune des décisions qui engagent notre collectivité. Alors, quelle est la légitimité de ces instances finalement ? Jusqu'où peut aller la remise du pouvoir aux mains des citoyens, au sein de ces instances participatives ? C'est une question que l'on ne sait pas résoudre encore aujourd'hui. On ne sait pas comment faire pour créer des instances qui soient à la fois participatives, qui laissent la voix à tous, qui permettent une bonne délibération et qui puissent être décisionnaires et légitimes aux yeux du reste de la collectivité. Il y a ici une quadrature du cercle, un dilemme que pour l'instant, on ne sait pas, ou du moins pas toujours, résoudre. Voilà la première limite que je voulais évoquer avec vous. En fait, c'est la moins grave de toutes. La deuxième limite est plus terrible encore. Ces instances de démocratie participative, fondées dans un objectif de justice sociale, d'empowerment des citoyens, fondées pour redonner une voix à ceux que l'on n'entend pas, on se rend compte qu'en réalité, elles contribuent bien plus souvent à creuser les inégalités politiques qu'à les combler. Alors, lors de la dernière conférence, je vous expliquais que ce qui est beau dans la démocratie, ce qui est plutôt cool, c'est que les citoyens ont tous une chance égale d'influencer la désignation des gouvernants par l'élection. Et je faisais ce grand plaidoyer pour le moment électoral, où un homme, une voix, et où qui que vous soyez, vous avez le même poids dans l'isoloir. C'est vrai en théorie. Je ne voulais pas distiller trop de mauvaises nouvelles d'un coup, c'est pourquoi je ne parle qu'aujourd'hui de la réalité qui se cache derrière le moment électoral. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur l'élection, au premier rang desquels Pierre Bourdieu et Daniel Gaxi, il y a une vingtaine d'années, Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagin, plus récemment, mettent en évidence ce que l'on appelle un sens caché. Le sens, C-E-N-S, au sens du suffrage censitaire.
Le suffrage censitaire, c'est l'opposé du suffrage universel. Cela consiste à ne laisser voter que les citoyens qui disposent d'un certain capital. Alors, nos démocraties ont proclamé l'avènement du suffrage universel. Aujourd'hui, quelles que soient vos ressources, vous pouvez voter, bien sûr. Mais toutes les études sociologiques montrent une corrélation, et c'est vrai depuis 40 ans, une corrélation entre le niveau de diplôme, le niveau de revenu d'une part, la participation électorale d'autre part. Plus vous avez un grand capital culturel, plus vous avez un grand capital économique, plus vous avez de chances d'être un électeur actif, plus vous avez de chances d'aller voter. Moins vous avez de diplôme, moins vous avez d'argent, plus vous avez de chances de vous abstenir. Et c'est ce qui fonde ce que Daniel Gaxi appelle le sens caché. Nos démocraties font un formidable travail quand il s'agit d'exclure les citoyens les plus pauvres du suffrage universel, ou plutôt de les laisser s'auto-exclure, parce qu'ils ne se sentent pas compétents, parce qu'ils ont l'impression que la politique c'est trop compliqué, que ça ne les concerne pas, que ça n'a pas d'impact sur leur vie, et que tout ça c'est pour les autres finalement. Notre démocratie fait un très très beau travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait espérer que les dispositifs de démocratie participative contribuent justement à combler ce fossé, à diffuser l'éducation, les compétences politiques à ceux qui n'en disposent pas, pour justement amener de plus en plus de citoyens à voter, à participer. Et en réalité, on se rend compte que c'est exactement le contraire, évidemment. Les dispositifs participatifs se contentent de reproduire l'auto-exclusion de nombreuses catégories de citoyens. Ceux d'entre vous qui ont déjà mis les pieds dans un conseil de quartier s'en sont rendus compte. Vous avez pu compter le nombre de jeunes, le nombre de populations issues de l'immigration, le nombre d'ouvriers, et constater qu'ils sont, j'allais dire peu nombreux, mais peu nombreux c'est dans le meilleur des cas. La plupart du temps, ils sont absents. Donc les dispositifs participatifs reproduisent les inégalités politiques, beaucoup plus qu'elles ne participent à les combler. Et c'est même pire que ça. Elles les creusent. Parce que ces instances délibératives, quel que soit leur impact sur leurs décisions, c'est malgré tout une fenêtre ouverte dans laquelle les citoyens peuvent participer. C'est une fraction de pouvoir en plus aux mains des citoyens. Et cette fraction de pouvoir, elle est précisément captée par ceux-là même qui participent déjà. Dans les conseils de quartier, on est susceptible de discuter de la présence des jeunes dans les halls d'immeubles, de la présence des prostituées dans les rues, de la présence de sans-abri sur les trottoirs, de la présence de toxicomanes dans les stations de métro. Et on discute de cela sans que les jeunes, les prostituées, les sans-abri et les toxicomanes soient présents. Voilà comment, à nouveau, creuser les inégalités politiques, en dessaisissant encore un peu plus de la décision ceux qui s'en sont déjà auto-exclus. Et là, ici, on a quelque chose qu'on ne sait pas résoudre. Il y a bien sûr la possibilité de tirer au sort. Alors, on pourrait, comme on le fait pour les jurys criminels, on pourrait décider que si vous êtes tiré au sort pour un jury citoyen, vous êtes obligé de venir. Obligé de venir. Et bien sûr, on vous dédommage. Enfin, plutôt, on dédommage votre employeur. On pourrait faire ça. En fait, on fait déjà l'inverse, qu'on peut faire aisément. Quand on tire au sort des citoyens pour un jury citoyen, on les paye pour leur présence. C'est l'inverse, mais ça revient au même. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que quand vous ne payez pas les participants, les jeunes, les immigrés ne viennent pas. Ce que je vais appeler les populations dominées. Les populations dominées ne viennent pas. Et quand vous les dédommagez, là, elles viennent, mais la plupart du temps, elles participent très peu lors des débats. Et ce sont des citoyens silencieux qui finissent par se prostrer sur leur chaise et laisser les autres parler. Ce n'est pas toujours le cas. On a quelques expériences de jurys citoyens qui se sont passées remarquablement bien, particulièrement quand ils s'inscrivent sur la longue durée et quand, dans l'organisation des débats eux-mêmes, tout est fait pour faire participer ceux qui ne parlent pas. Mais force est de constater que sur la longue durée et sur l'intégralité des expériences que l'on a menées, c'est l'exception beaucoup plus que la règle. Je vous disais en introduction que
l'un des objectifs de la participation, c'est d'assurer la justice sociale, l'empowerment des citoyens. Que devient cet objectif maintenant? Et à quoi bon finalement? À quoi bon faire participer si ceux auxquels cela s'adresse ne profitent pas de ces dispositifs? Et puis enfin, il y a une dernière objection qui s'assoit sur toutes les précédentes. Finalement, est-ce que tout ça, ça n'est pas simplement un fantasme de chercheur? J'évoquais le mois dernier une étude que j'aimerais reciter aujourd'hui. C'est celle de John Hibbing et Elizabeth Sayce-Morse, 2002, dans un livre qui s'appelle Stealth Democracy, la démocratie furtive. Ces deux chercheurs américains ont mené une grande consultation, par sondage principalement, mais aussi par entretien, une grande consultation auprès des électeurs américains, des citoyens américains, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans une démocratie, qu'est-ce que c'est pour eux une démocratie qui fonctionne bien ou qui fonctionne mieux. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les citoyens n'ont pas de demande de participation. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils ne veulent pas participer plus. Ils se satisfont très bien de l'idée que quelques-uns gouvernent et que eux décident simplement qui va gouverner. Ce qu'ils veulent, c'est que ceux qui gouvernent efficacement, obtiennent des résultats et le fassent de manière probe. Qu'ils soient honnêtes. Ça, oui, les citoyens, ça les concerne beaucoup. Mais eux, ils n'ont pas forcément envie de beaucoup participer. Alors finalement, est-ce que tout ça, c'est pas un fantasme de chercheurs? Parce que finalement, les chercheurs spécialistes de la participation, ils sont analystes des dispositifs. Mais ils sont aussi consultants la plupart du temps quand il s'agit de mener un dispositif. Très souvent, ils sont animateurs des débats. Très souvent, ils sont militants de la démocratie participative. Et c'est même pire que ça. Certains sont des businessmen de la participation. Vous avez certains chercheurs qui ont inventé des procédés, qui les ont brevetés et qui maintenant les vendent, remarquablement bien d'ailleurs, à l'échelle du monde. Alors où est la place des citoyens dans tout ça? Est-ce que la démocratie participative, c'est pas simplement un idéal élaboré dans l'esprit de quelques chercheurs dont les citoyens ne veulent pas? Certains chercheurs ont pris en acte ces objections, et on constate dans les années récentes, c'est depuis 5 ans à peu près, chez les participationnistes et les délibérativistes, on constate de plus en plus de chercheurs qui s'éloignent eux-mêmes de l'objectif de participation de tous les citoyens, et qui remettent à la place, au centre de l'attention, les procédures de débat contradictoire. De plus en plus de chercheurs qui auparavant ont travaillé sur la démocratie participative commencent à dire à mots couverts que finalement, la participation de tous, la délibération de tous les points de vue, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop si ça va marcher, on ne sait pas trop si c'est bien, on ne sait pas trop si les gens veulent. Ils insistent plutôt sur l'idée qu'une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens peuvent se forger leur opinion sur les problèmes publics. L'idée, c'est qu'une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens peuvent se faire une opinion, un avis éclairé, en assistant à des débats contradictoires de grande qualité. Et à partir de là, ils peuvent voter en toute conscience. Alors ça, c'est bien. Le problème, ça c'est mon avis, le problème, c'est qu'on s'éloigne totalement de l'idéal participationniste et délibérativiste. Totalement. En fait, ce qu'on redécouvre là, c'est simplement une réactualisation de la démocratie représentative. Au XIXe siècle déjà, un politologue anglais du nom de Walter Bagehot mettait en avant ce qu'il appelait le rôle pédagogique du Parlement. Pour Bagehot, l'un des rôles principaux du Parlement, c'est d'éclairer les citoyens sur les grandes controverses nationales, en tout cas les grandes controverses politiques. Ça, le rôle du débat contradictoire, ça fait depuis le XIXe siècle qu'on le connaît. Et donc on voit une partie de ces chercheurs-là qui abandonnent un idéal au profit de la réactualisation de notre bonne vieille démocratie parlementaire, dont on connaît parfaitement le fonctionnement. Alors vous voyez, la démocratie participative, elle aussi finalement, entre espoir et désillusion. Il y a de très bonnes raisons de croire que tout ceci ne fonctionne pas, ou du moins pas suffisamment bien, ou du moins pas suffisamment bien, suffisamment souvent.
et qu'on ne sait pas trop comment faire pour généraliser ces expériences. Mais je vais choisir une conclusion un peu plus optimiste, en vous montrant qu'il y a quelques raisons d'espérer précisément. La première, c'est que on a vu au cours des 15 dernières années des expérimentations très ambitieuses et parfois très réussies être mises en avant. Alors on a parlé de Porto Alegre. Porto Alegre, c'est bien la réalisation de l'idéal de Patman, de justice sociale, de redistribution autant du pouvoir que des richesses. Porto Alegre, ça a marché remarquablement bien, jusqu'en 2004, où la municipalité a changé et où le budget participatif a été progressivement vidé de son contenu. Mais pendant 15 ans, le budget participatif de Porto Alegre a fonctionné remarquablement bien. Il y a un autre cas dont j'avais envie de vous parler, c'est l'Assemblée constituante de Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une province du Canada, dont le mode de scrutin fonctionnait relativement mal. Un mode de scrutin majoritaire à un tour, donc qui écrase complètement les minorités. Et il arrivait fréquemment qu'avec à peine plus de 50% des voix, certains partis aient plus de 80% des sièges. Donc une très forte disproportion qui est la conséquence mécanique d'un scrutin majoritaire à un tour. Après une élection qui s'est passée très mal, le Parlement de Colombie-Britannique décide de réformer son mode de scrutin et de confier cette réforme aux citoyens eux-mêmes. L'Assemblée constituante de Colombie-Britannique, en 2004, va être tirée au sort. Alors, un tirage au sort soft. Un peu plus de 1000 citoyens ont été tirés au sort et ils avaient ensuite la possibilité d'accepter ou de refuser. Ce qui fait que, dans l'Assemblée constituante, on trouve une surreprésentation des catégories que l'on est déjà habitué à voir participer tout le temps en politique. Donc, vous voyez, là, on a ici une nuance, une limite qui ne trouve pas de solution. Mais, pendant 11 mois, les travaux vont être denses, très exigeants. De nombreux chercheurs en droit et en sciences politiques vont être auditionnés par des citoyens qui deviennent de plus en plus compétents, qui finissent même par les contester, parfois de manière assez virulente. Et en 2005, l'Assemblée constituante rend son avis et propose une réforme du mode de scrutin. Avec d'ailleurs un mode de scrutin très complexe. Voix unique transférable, très complexe, mais qui semblait aux citoyens de Colombie-Britannique apte à assurer d'une part une majorité stable et d'autre part la représentation des minorités. Ce projet, le Parlement s'était totalement dessaisi de sa validation. Il a donc été soumis aux citoyens par référendum. La campagne a été une campagne très vive, où les membres de l'Assemblée constituante se sont impliqués bénévolement parce qu'ils avaient à cœur de promouvoir leur projet, d'expliquer son intérêt. De très nombreuses réunions publiques ont été tenues, bénévolement, simplement pour que la volonté de l'Assemblée constituante soit respectée. Le référendum a eu lieu. 58% des citoyens de Colombie-Britannique ont voté pour le projet de loi proposé par leurs concitoyens constituants. Pas assez, hélas. Pas assez, hélas, parce que le Parlement avait pris soin de fixer un seuil de majorité qualifiée à 60%, c'est-à-dire qu'il fallait 60% des suffrages pour que le mode de scrutin soit accepté. Hélas. Mais à la limite, peu importe. Là, on a l'exemple d'une procédure qui a marché d'un bout à l'autre, remarquablement bien, et qui aurait pu se terminer par l'adoption du mode de scrutin. C'est pas généralisable, encore une fois. On voit que pour la Colombie-Britannique, comme pour ce qui s'est passé en Islande, la condition, c'est des assemblées constituantes. Mais on ne peut pas gouverner par assemblée constituante. Donc ça ne résout pas la question de la prise de décision au quotidien dans une démocratie. Néanmoins, on a là des expérimentations très enthousiasmantes qui, conjuguées aux différents budgets participatifs qui, ici et là, à la surface du monde, fonctionnent bien, donnent une raison d'espérer à une généralisation de ces dispositifs. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel, je crois, les chercheurs en démocratie participative, les participationnistes n'insistent pas assez, c'est l'importance de la médiatisation. Il y a ici, je crois, un enjeu, un chantier pour les années futures, de travailler sur la médiatisation des dispositifs participatifs. On s'est rendu compte que, la plupart du temps, quand un dispositif participatif était très médiatisé, très visible, et qu'on faisait un véritable effort pour intéresser les citoyens, alors ils participent. Et ça a été le cas à Porto Alegre, où on a réussi à faire participer des citoyens dominés, défavorisés,
que l'on n'aurait jamais vu sinon dans cette enceinte. À l'inverse, quand un dispositif participatif est invisible, quand on ne communique pas dessus, les citoyens s'en désintéressent. À travers la médiatisation, on a peut-être l'opportunité d'aller chercher ces citoyens dominés que l'on aimerait tant voir dans ces enceintes. Et il y a même quelque chose de plus encore. Si on médiatise non seulement un dispositif participatif, mais aussi son résultat, alors il a le potentiel de lier beaucoup plus efficacement le pouvoir politique. C'est facile pour le pouvoir politique d'ignorer l'avis des citoyens si personne n'en a connaissance. Si tout le monde connaît l'avis des citoyens, c'est plus compliqué. Ça demande à minima un effort d'argumentation supplémentaire, de justification supplémentaire. Par la médiatisation, on peut contribuer, ce n'est pas la formule magique, mais on peut contribuer néanmoins, je crois, à améliorer la participation des citoyens défavorisés d'une part, et la capacité des avis à lier un minimum le pouvoir politique. Voici un chantier qui est devant nous, sur lequel il faut réfléchir. Le troisième point qui est important, c'est ce que Jon Elster, politologue américain, appelle la force civilisatrice de l'hypocrisie. Je vous disais que de nombreux dispositifs sont instrumentalisés par les dirigeants politiques, comme des coups de communication, c'est vrai. Mais même ainsi, on ne peut jamais contrôler, verrouiller totalement un dispositif participatif. C'est toujours une porte ouverte. C'est toujours un espace ouvert à l'expression des citoyens. Et une fois que l'espace est ouvert, on ne sait jamais exactement ce qui va en ressortir. On ne sait jamais exactement comment ça va se passer. Il y a toujours un risque que les citoyens s'en emparent et que le dispositif échappe aux dirigeants. Et à minima, même si ce n'est pas le cas, on aura ouvert un espace d'expression, un espace de politisation, un espace où les citoyens peuvent se sentir davantage acteurs de leur propre vie en commun. Et ce faisant, peuvent activer la boucle vertueuse de participation dont on parlait tout à l'heure, via Carol Patman. C'est ce que Elster appelle la force civilisatrice de l'hypocrisie. Il faut prendre au sérieux les dispositifs participatifs. Des coups de communication, soit ainsi soit-il, utilisons-les pour ouvrir des espaces qui sont toujours susceptibles d'échapper à ceux qui les ont ouverts. Et puis, surtout, la multiplication de dispositifs participatifs ouvre vers ce que l'on appelle l'impératif de la participation. La participation politique, au fond, c'est l'extension des droits politiques aux citoyens. L'ouverture pour les citoyens de droits politiques nouveaux. L'extension des droits, c'est une boîte de Pandore. Une fois que l'idée est lancée, une fois que l'idée est sortie, on ne peut pas la remettre dans la boîte. Elle flotte. Alors ça prend le temps qu'il faut. Parfois c'est très long. Parfois c'est très dur. Ça demande beaucoup de réflexion, des luttes, parfois violentes. Est-ce que la démocratie participative est un conte de fées ? Bien sûr qu'elle l'est. Mais la démocratie représentative l'était tout autant en plein milieu du XVIIIe siècle. Il aura fallu des révolutions, des revendications pour consacrer son avènement. Les droits politiques, ça ne se revendique pas, ça ne se demande pas, ça ne se mendie pas. On ne mendie pas sa liberté politique. On la conquiert à force de réflexion, à force de mobilisation. Et il en va de même pour l'idéal participatif. Alors un conte de fées peut-être, mais du conte au rêve, du rêve à l'action, et de l'action à l'avènement, il ne tient qu'aux citoyens finalement de faire de la démocratie participative le régime du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.